pouvoir commencer. Il est 9h03. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Donc, nous sommes l'ADMA, donc l'Académie des mobilités actives, avec mes collègues Nicolas Notin et Jean-Baptiste Gernet. Nous avons publié il y a quelques semaines une étude sur les vols de vélo. Peut-être que vous l'avez vu passer sur vos réseaux sociaux si vous nous suivez, mais de toute manière, on vous enverra le lien du document qui est en accès libre sur Internet à la fin du webinaire. Et pour un peu continuer, ou en tout cas finir ce cycle de travaux et d'études sur le vol de vélo du côté de l'ADMA, on souhaitait faire un webinaire pour pouvoir aborder cette question-là ensemble, et notamment avoir des retours d'acteurs sur la question du vol. On va aborder différentes questions tout au long de ce webinaire, mais notamment on va pouvoir interagir avec nos invités. Et donc, pour nous présenter, comme j'ai dit, voilà, moi-même Clément Duzon, Jean-Baptiste Gernet et Nicolas Notin. Donc, on est formateurs à l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, qui est un programme de formation et de ressources de la FUB. On est du coup l'auteur de l'ouvrage de l'étude sur le vol de vélo. Et on a ici avec nous donc Christelle Famille, qui travaille à la métropole du Grand Lyon et qui est chef de projet service vélo, et qui pourra nous partager son expérience. On lui posera quelques questions, notamment à l'aune de nos résultats. Et puis on attend aussi également Fabien Frugier, donc, qui est éducateur mobilité à vélo chargé de développement au collectif CC37 à Tours, qui n'est pas encore présent, mais qui devrait nous rejoindre également pour nous partager ses expériences avec un regard associatif. Alors déjà, pour commencer, une petite phrase d'introduction. Le vol de vélo n'est pas un sujet nouveau, évidemment. Le vol de vélo est un sujet qui traverse l'histoire de la pratique du vélo, et j'ai retrouvé il y a quelques jours une citation de Alphonse Allais datant de 1899, nous rappelant déjà qu'il y a plus de 100 ans, le vol de vélo était un sujet. Et Alphonse Allais nous disait « Un des gros ennuis de la bicyclette réside en l'étrange facilité de son larcin. Le cycle, en effet, a ceci de particulier qu'il sert à favoriser la fuite rapide de qui vient le dérober, ce qui n'arrive point dans 1000 autres cas, comme par exemple le vol d'un sac de farine ou d'un lot d'escargots. » Donc évidemment, la question du vol de vélo n'est pas une question neuve, et à l'ADMA, on en a bien conscience, mais par contre, on voit bien qu'au vu du regain d'intérêt qu'il y a pour le vol de vélo ces derniers temps, il y a un sujet avec voilà, notamment des vélos de plus en plus chers, avec des questions de vol qui sont aussi de plus en plus prégnants, de plus en plus communs, et dans un objectif de développement de la pratique, voilà, s'interroger, ou en tout cas se réinterroger sur comment lutter contre le vol nous semble intéressant. Et donc, pour commencer, on va vous présenter voilà, très rapidement ce qu'on a pu faire nous, dans notre étude. Donc, en fait, on a une étude sur laquelle on a essayé de collecter des données originales, et ces données originales sont basées sur 3 grands types d'enquêtes. Donc, d'abord, on a fait un questionnaire en ligne avec près de 2843 personnes qui ont répondu à notre questionnaire et qui ont déclaré avoir subi un vol de vélo il y a moins de 2 ans. Donc, l'idée, c'était plutôt d'étudier les vols récents et de voir comment ils se faisaient, quel type de vélo était volé, dans quelle situation. Donc, on vous présentera des données issues de ce questionnaire-là. Ensuite, on a aussi fait des groupes de discussion avec des cyclistes lyonnais et parisiens. Alors, on a pris Lyon et Paris puisque nos bureaux à l'ADMA sont localisés dans ces 2 villes-là. Et donc, on a pu faire des entretiens avec des cyclistes qui avaient subi des vols et qui avaient répondu au questionnaire pour avoir aussi des éléments plus qualitatifs sur comment les gens subissent le vol et surtout comment ils s'adaptent au vol après en avoir subi un, notamment sur l'évolution de la pratique ou ce genre de choses. Et enfin, troisièmement, on a aussi fait une enquête en ville où on a observé, on a plutôt recensé dans l'espace public des vélos stationnés pour voir comment les gens accrochaient ces vélos. Donc en fait, tout simplement, on a fait quelque chose qu'on pourrait faire au quotidien en regardant si les gens utilisent des U, des chaînes, quel type de pièces du vélo ils attachent. Et on a fait un recensement exhaustif de près de 1400 vélos, donc sur 13 lieux différents dans 8 agglomérations, au gré de nos déplacements et aussi de nos objectifs d'enquête. Et donc, on va vous présenter aussi des données qui est liées à ce recensement pour essayer de voir voilà, comment, avec ce recensement-là, on a pu voir que les Français, en tout cas dans ces différentes villes, attachaient leur vélo.
Et donc, on va pouvoir commencer, avant de vous présenter ces données-là, vous faire un petit brief rapide sur des éléments qui sont déjà dans notre enquête et dans notre ouvrage, mais si vous ne l'avez pas lu, on va se permettre de vous poser quelques questions. Et on voudrait savoir, vous faire participer, donc mon collègue Nicolas va vous poser une question qui devra apparaître chez vous dans le webinaire Teams. D'après vous, combien y a-t-il de vols de vélo en France par an, d'après les chiffres qu'on a à disposition? Donc, on vous laisse répondre. Vous avez la fenêtre qui s'est affichée sur votre écran. Voilà, l'idée, c'est de voir un peu quels sont les chiffres que vous avez en tête. Et vous cliquez sur envoyer, puis on voit, vous devez voir à droite dans le, voilà, ça s'affiche les résultats qui évoluent. Alors, il y a forcément un chiffre qui... Alors, Dan nous dit, c'est tricher si on a déjà lu votre rapport. Pas forcément, c'est aussi une manière de vous évaluer, on peut dire. Bah, merci pour votre participation. On laisse encore quelques réponses, mais on voit très bien que le chiffre de 400 000 arrive nettement en tête, donc avec près de 59% des participants qui déclarent, on arrive à 60% des participants qui déclarent qu'on est à 400 000, et puis ensuite après on a 380 000 et 580 qui ont un peu moins de réponses, et enfin seulement 280 000 avec le moins de réponses, seulement 5%. Et du coup, en effet, on a différentes manières d'évaluer le nombre de vols de vélo. Il faut savoir qu'on n'a pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas de données qui permettent de recenser les vols, parce que déjà les déclarations, on le verra par la suite, ne sont pas toujours faites. Donc, ce qu'on a, ne sont pas des données à partir du nombre de vols réels, ni même déclarés, mais à partir d'enquêtes. Et du coup, on sonde une partie de la population dans différentes enquêtes et on essaye, avec une population qu'on choisit comme étant représentative de la population française. Et ensuite, on fait un redressement statistique pour essayer d'avoir une estimation du nombre de vols. Et parmi ces enquêtes qui font ça, on a l'enquête 4 devis et sécurité, qui est une enquête du ministère de l'Intérieur, qui du coup enquête plusieurs milliers de Français pour leur poser plein de questions sur la question de la sécurité, le vol de voiture, le cambriolage et notamment le vol de vélo. Et donc, avec cette enquête-là, qui est faite régulièrement tous les ans jusqu'en 2018, depuis la régularité a été réévaluée, mais en tout cas jusqu'à 2018, on a des chiffres assez précis sur cette enquête. Donc, ce n'est pas des chiffres réels, c'est vraiment une enquête auprès du dernier échantillon de population. Et on a un chiffre voilà, qui est un peu en dessous des 400 000 vols de vélo par an. Donc, en moyenne, on est plutôt à 380 000 vols de vélo par an à partir de cette enquête. Donc, en plus, c'est vols et tentatives de vol. Mais ensuite, on a aussi d'autres enquêtes qui nous permettent d'avoir une estimation. Encore une fois, ce sont des estimations parce qu'on n'a pas de chiffres précis et réels sur le nombre de vols, parce qu'il n'y a pas ce type de données disponibles. On a aussi les enquêtes de mobilité. Et donc, les enquêtes de mobilité au niveau national, on a les deux dernières enquêtes qui sont disponibles, donc le NTD de 2008 et le MP de 2019, donc, qui sont d'enquêtes similaires qui permettent d'avoir une estimation de la pratique des modes de déplacement des Français et du nombre de déplacements qu'ils font. Et on les interroge également sur l'équipement et sur le vol de vélo. Et la question qui est posée au ménage, c'est est-ce que le ménage a subi au moins un vol au cours des 12 derniers mois? Et donc, en 2008, le chiffre du nombre de ménages qui avaient subi au moins un vol était de 560 et en 2019 de 580. Et donc, on voit que déjà, on a une fourchette qui est assez large. Au final, quelle est la bonne réponse à la question posée par mon collègue? Il n'y en a peut-être pas vraiment de chiffres précis, mais on a plutôt des fourchettes, sachant que, comme vous l'avez vu dans le MP et dans le NTD, la question, c'est le taux de ménages victimes d'au moins un vol au cours des 12 derniers mois. Donc, si on a subi 4 vols de vélo, il y a on répond une seule fois. Donc, peut-être qu'il y a une sous-estimation aussi dans ces chiffres-là. Donc, voilà, ça donne une fourchette assez large. Du coup, 400 000 était la bonne réponse, mais en fait, 380, 580, on voit que c'est un peu les deux bornes qu'on a en termes de nombre de vols. Donc voilà, donc des chiffres qui ne sont pas tout à fait précis, mais en tout cas un vol qui est quand même assez massif. Donc on peut retenir 400, 500, 1000 vols de vélo par an en moyenne sur les dernières années. Et une deuxième question, avant de commencer, on a eu une deuxième question à vous poser. Donc là, c'est plutôt pour discuter du rapport de risque au vol de vélo par pays. Et du coup, on vous propose, Nicolas pareil va vous envoyer du coup dans Teams
demander de classer ces différents pays. Donc vous avez le Danemark, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Et donc on va vous demander de classer du plus risqué. Donc on va vous demander de mettre en haut le pays le plus risqué en termes de nombre de vols de vélos rapportés pour 100 habitants. Évidemment, c'est rapporté au nombre d'habitants parce que les Pays-Bas ou le Danemark n'ont pas le même nombre d'habitants que l'Allemagne ou la France. Donc d'après vous, on vous laisse classer ces différents pays. Voilà ce qui vous semble le plus risqué. Donc le plus risqué en haut et le moins risqué en bas. Voilà. Vous avez des petites flèches à droite pour pouvoir voilà, faire monter ou descendre tel ou tel pays. Et après, vous envoyez. Merci Nicolas. Donc on va voir les réponses qu'on a. Donc normalement, une fois que vous avez répondu, vous avez les résultats qui s'affichent et qui se mettent à jour juste devant vous. Donc pour l'instant, la France est en tête. Assez rare quand on parle de vélo et de pratique du vélo. Mais visiblement, pour le vol, ça vous semble être judicieux. Donc la France, les Pays-Bas en deuxième, qui serait du coup le deuxième pays de ces quatre le plus risqué en termes de vol de vélo, l'Allemagne, et puis enfin le Danemark. Donc on a près de 50 résultats, ça n'a pas l'air de trop changer. Donc la France arrive première, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. En effet, merci à toutes et à tous pour votre participation. Donc, quel chiffre qu'on a pour essayer de classer ces pays en termes de risque de vol? En fait, on a eu une étude qui a été faite au niveau européen et de l'OCDE sur les différents crimes. C'est un peu comme l'enquête cadre de vie et sécurité en France, où là, c'est au niveau de l'OCDE. Et en fait, voilà, on a enquêté près de 1000 personnes dans les différents pays occidentaux pour leur parler des risques des vols qu'ils auraient pu subir, que ce soit en termes de vol de vélo, vol de voiture également, cambriolage, tous ces sujets-là. Et donc, dans cette enquête qui a été menée, donc c'est une enquête qui date un peu, qui date du milieu des années 2000, mais il n'y a pas eu de mise à jour. On peut avoir du coup une estimation, encore une fois, c'est une estimation basée sur une enquête qui est faite auprès de 1000 personnes dans chacun de ces pays, une estimation du nombre de vols rapportés à la population que vous avez du coup à gauche du graphique, ou rapporté au nombre de propriétaires de vélos à droite en bleu. Et donc on voit bien que le classement de ces pays, donc on a en haut le pays où en fait le nombre de vols par habitant est le plus élevé, et en bas le pays où le nombre de vols par habitant est le plus faible. Et donc on voit bien que les pays qui arrivent en premier, donc où le risque est le plus élevé rapporté à la population, ou même quand on rapporte au nombre de propriétaires de vélos et donc de vélos, à droite en bleu, on voit bien que ce sont les Pays-Bas, donc Netherlands, Danemark, Finlande, Japon, Suède. Donc on voit que c'est des pays en fait très cyclables, là où la pratique est le plus développée. Et si on cherche la France, et ben en fait il faut descendre quasiment tout en bas. Et donc en partant de la fin, vous avez le Portugal, l'Espagne, la France, qui sont parmi les pays où le risque de vol est le moins important. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir par rapport à la pratique du vélo, parce que là, on a seulement un classement des pays selon le risque de vol, mais on a essayé de présenter ça, donc c'est disponible dans notre enquête dont on vous passera le lien encore une fois à la fin du webinaire. On a essayé de représenter ça par rapport à la pratique et à la part modale qu'on connaissait du vélo sur la même période. Donc l'enquête n'est jamais exactement à la bonne date, mais ça nous permet d'avoir une représentation graphique du rapport entre la part modale du vélo par pays et le risque de vol par 100 habitants. Et donc là, on a projeté, donc on voit les Pays-Bas qui ont une part modale assez importante, aux alentours un peu un peu supérieure à 25%. On voit que les Pays-Bas se retrouvent tout en haut à droite du graphique, avec une part modale du vélo qui est importante, mais aussi un risque de vol qui est important. Et ensuite, on voit les Pays-Bas qui arrivent en second sur la question du risque et de la pratique du vélo. Je vais essayer de vous pointer ça, voilà, le Danemark. Et ensuite, on a un groupe voilà, de pays où la pratique est un peu plus faible, mais elle reste importante. Donc le Japon, la Finlande, la Suède, donc plutôt des pays Belgique, Allemagne, donc plutôt des pays d'Europe du Nord. On voit Norvège, Suisse aussi, des pays d'Europe du Nord qui ont des parts modales aux alentours de 10%, où le risque de vol reste inférieur aux pays très cyclables comme le Danemark et les Pays-Bas, mais largement supérieur aux autres pays qui, on va dire, un peu sont dans la fin du peloton, avec, on voit voilà, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Irlande, l'Autriche, et puis la France, qu'on voit aussi avec 3% de part modale. Donc c'est la part modale de l'ENTD de 2008 qui est rapportée là.
Et donc, on voit bien, évidemment, qu'on a des évolutions de pratiques du vélo qui ont dû évoluer dans ces pays, notamment en France, où la pratique a dû augmenter depuis le MT de 2008, même si ce n'est pas très visible dans le MP de 2019. Mais en tout cas, on a une pratique qui a sûrement augmenté. Mais par contre, on voit bien qu'il y a une tendance de fond qui se dessine, c'est-à-dire que plus un pays est cyclable, plus la pratique du vélo est commune, plus le risque de vol est important. Et donc, ça nous semble d'autant plus intéressant de s'intéresser à la question du vol de vélo aujourd'hui en France, parce que voilà, on peut estimer qu'avec le développement de la pratique, si la France se décale vers la droite avec une augmentation de la part modale, on risque d'avoir une augmentation du nombre de vols à la fois en chiffres bruts, mais aussi en ratio par rapport au nombre d'habitants. Et c'est peut-être d'ailleurs déjà le cas. Donc voilà, c'était les quelques éléments un peu d'introduction qui sont liés à des données que nous, on a pu collecter, qui sont des données qui étaient déjà disponibles. On s'est juste permis de les collecter et de croiser, par exemple, ceci avec la part modale. Et donc là, on vous propose de continuer sur des données originales que nous, on a pu avoir avec notre étude. Et donc, on va vous parler de trois grands sujets par rapport à nos études, à la fois les conditions de stationnement. Donc, l'idée, c'est de se poser la question de comment les vélos sont stationnés en France à travers les enquêtes qu'on a pu faire sur le terrain. Ensuite, après les conditions de stationnement, on parlera de la radiographie du vol, où on vous présentera notamment les données de notre enquête auprès des cyclistes qui ont répondu sur Internet. Et enfin, après la radiographie du vol, on parlera plutôt des suites du vol et voir un peu comment le vol a un impact sur la pratique du vélo et voir pareil à partir de nos données et de nos différentes enquêtes. Donc on va commencer sur la question des conditions de stationnement. Et donc, comme je vais pu vous présenter tout à l'heure, on vous a expliqué qu'on a pu recenser 1000 vélos accrochés dans différents lieux. Donc ça, c'est les lieux qu'on a pu enquêter. Donc vous avez la liste de tous les lieux qu'on a enquêtés, donc pas mal de gares, notamment par exemple une gare du RER de Vincennes en proche banlieue parisienne, deux autres lieux parisiens, mais aussi des sites lyonnais, une place à Lyon, un espace de stationnement à proximité de l'université à Lyon, la gare de Vaux-en-Velin en banlieue de Lyon également, des lieux à Strasbourg, la gare de Lille-Flandre, le Jardin des Plantes à côté de la gare de Nantes, à Rennes, les gares de Rennes, Dijon et Vannes. Donc dans ces sites, on a recensé du coup entre 30 et plus de 300 vélos en fonction des sites. Et à chaque fois, on a recensé quel était le mode, l'antivol principal d'attache des vélos. Et voilà la représentation graphique. Et donc on a à gauche la moyenne. Et donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, le nombre d'antivols U utilisés sur les 1000 vélos qu'on a recensés est de 47%. Donc ça fait près d'un vélo sur deux qui est accroché avec un U, ce qui est quand même assez intéressant, donc, en considérant que le U est le type d'antivol le plus sécurisé, basé sur les tests notamment d'antivol faits par la FUB, par nos collègues au sein du Piscicode. Et donc là, on voit qu'on a aussi des écarts très importants en fonction des territoires et des sites qu'on a recensés. Donc on voit par exemple où là, l'université de Lyon 3, alors ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce que dit la littérature, qui dit souvent que les étudiants accrochent mal leur vélo et que les types d'antivols utilisés sont plutôt des antivols de mauvaise qualité. Là, on voit bien que plutôt sur le site de l'université, on a beaucoup de U, 69% de U, alors que par contre, on a d'autres lieux, toujours dans l'agglomération lyonnaise, à la gare de Vaux-en-Velin, là, on a un taux de U qui est 3 fois moins important, donc 21%. Et idem à Strasbourg, où on voit Strasbourg, donc une ville où la pratique du vélo est fortement développée, on a des parts de U qui est assez faible, parmi les plus faibles de nos territoires, et on retrouve des parts qui sont celles qu'on retrouve par exemple à Vannes, qui est une petite ville bretonne, où on pourrait se dire que ça semble plus logique que la pratique en termes de choix d'antivol soit moins sécurisée que dans une grande ville ou comme une grande métropole comme Strasbourg où la pratique du vélo est développée. Pourtant, on retrouve les mêmes parts de U. Par contre, si on regarde les autres types d'antivol, on voit bien que Strasbourg et Vannes se distinguent nettement parce que par exemple, on voit qu'à Vannes, on a beaucoup de câbles fins, la partie verte, alors qu'à Strasbourg, ce type d'antivol très peu sécurisé est quasiment inexistant. Donc pour résumer, voilà des choix d'antivol qui sont très variés selon les territoires. Et donc quand on fait la moyenne, on a à peu près un vélo sur deux qui est accroché par un U. Et on s'est aussi intéressé à voir quelles sont les parties du vélo qui sont attachées. Et donc là, encore une fois, basé sur les 1000 vélos qu'on a recensés, on s'est rendu compte qu'au final, il y a assez peu de vélos qui sont accrochés seulement par la roue. Donc sur les 1000 vélos qu'on a recensés, seulement 4% sont accrochés seulement par une roue. La majorité sont accrochés uniquement par le cadre. On a aussi
près de 41% des 1000 vélos qu'on a recensés qui sont accrochés cadre et roue. Et ensuite, la pratique la plus sécurisée, on va dire, donc les personnes qui auraient accroché le cadre et les deux roues, on a 10%. Donc forcément, souvent, là, ça implique l'utilisation de plusieurs antivols pour attacher l'ensemble de ces pièces. Pour continuer donc sur l'analyse des données, encore une fois, tout ça sera disponible et bien sûr déjà disponible dans notre étude sur les vols de vélo qui est disponible en ligne et dont on vous enverra le lien en fin de webinaire. Là, on s'est aussi intéressé à recenser, quand on a recensé l'ensemble des vélos, d'essayer de voir l'âge estimé des vélos attachés. Alors, l'âge estimé du vélo ne permet pas de dire explicitement l'expérience et la date du début de la pratique du cycliste, mais on peut estimer que les vélos très récents, les vélos très neufs, donc qui ont moins de 2 ans, sont sûrement utilisés par des néocyclistes ou des gens qui viennent de se mettre à la pratique du vélo, typiquement beaucoup de VAE ou de vélos de ville très neufs qui peut sûrement, donc ça c'est une hypothèse qu'on fait, peut sûrement être utilisé par des néocyclistes. Et là on voit que sur ces nouveaux vélos, en fait on a une part de U qui est plus faible que sur les vélos plus anciens. Et on voit une répartition ici des autres types d'antivols qui est différente. Et typiquement, on voit par exemple que les chaînes sont beaucoup plus communes sur les nouveaux vélos. Et après, par contre, la part de câble fin, là, est plus importante sur les vieux vélos et notamment les très vieux vélos. Donc, encore une fois, des différences de pratique qui dépendent selon les types de vélos, selon les types de lieux. Et aussi, un dernier élément là-dessus, avant de passer la parole à nos invités et à vous laisser peut-être poser quelques questions dans le chat si vous en avez. Voir que voilà, dans les entretiens qu'on a pu faire dans les groupes de discussion, on voyait que certains usagers n'avaient aussi pas la même pratique de sécurisation et d'attache des vélos selon les lieux où ils étaient. Et donc là, on vous présente un extrait d'une discussion qu'on a eue avec Astrid qui nous parlait de la différence qu'elle avait entre Paris, où elle se disait que utiliser un vélo personnel, c'était sûr de se faire voler. Donc à Paris, elle nous dit « Je fais du Vélib parce que j'étais persuadée que si j'avais mon propre vélo le lendemain, je ne l'aurais plus ». Par contre, quand elle a habité Annecy, elle s'est dit que là, c'était plus tranquille et que tout le monde faisait du vélo et donc il n'y avait pas forcément de soucis. Et donc le rapport au risque n'était pas forcément le même pour la même personne en fonction du site et de la ville où elle était. Et pourtant, elle s'est quand même fait voler son vélo à Annecy, puisqu'elle nous dit « Première nuit, je me suis fait voler mon vélo ». Et à Chambéry, autre ville où elle a habité, elle nous dit par contre là j'utilise un tortillon, donc un tortillon c'est un petit câble fin, et là elle me dit qu'elle est du coup d'une sérénité. Mais par contre elle dit aussi qu'elle s'est fait finalement voler son vélo, mais là cette fois-ci c'est parce qu'il n'était pas attaché. Donc voilà, intéressant de montrer ces différences en termes de lieu, en termes de type de vélo, mais aussi en termes de site pour l'usager. Le même usager va peut-être pas avoir les mêmes comportements en matière de sécurisation. On arrive à la fin de la présentation de nos données sur la question de la sécurisation et la tâche des vélos. Et du coup, je vais passer la parole à nos invités et notamment essayer de poser des questions. Je vais peut-être commencer par Christelle. Je ne sais pas si Fabien a pu nous rejoindre. Voilà, notamment, j'ai montré qu'à Strasbourg, on avait un taux d'utilisation du U qui était très différent que dans les autres villes françaises. Et par exemple, quand on s'est intéressé au type d'arceau utilisé à Strasbourg, on a des arceaux très particuliers qui ne facilitent pas forcément l'utilisation du U, parce que du coup, c'est des arceaux avec un certain type de rack. Et du coup, on se demandait, voilà, on avait une question pour vous, Christelle Famille, sur comment développer des stationnements et des modèles d'arceaux qui permettent de bonne attache des vélos, et aussi notamment l'attache de l'utilisation d'un bon antivol, notamment d'un antivol en U. Voilà, et ensuite, une deuxième question aussi, si vous avez le temps d'y répondre, comment aussi gérer un service type Velov ou type tous les styles de services de location en libre service, qui sont souvent pour les usagers aussi une manière de compléter leur utilisation du vélo au quotidien quand le risque de vol leur semble trop important, des gens qui jonglent avec les différents services. Voilà, 2 questions là-dessus, je vous laisse y répondre si vous avez quelques éléments pour nous. Bonjour à tous. Donc, en ce qui concerne la métropole de Lyon, on a développé des types d'arceaux donc en cohérence avec l'ensemble de notre mobilier urbain. Donc, c'est des arceaux Villemotte, donc qui reprennent les potelets Villemotte avec deux anses de chaque côté. Donc, c'est vrai que, alors je pense que là, toutes les personnes qui sont présentes sont convaincues et le savent, mais donc il faut éviter un maximum tout ce qui concerne les serre-roues, donc qui sont vraiment inefficaces.
À noter qu'à la métropole de Lyon, nous, on a la compétence des collèges. Je le souligne parce que du coup, il y a aussi une question de stationnement dans ces collèges. Et quand on a pris la compétence des collèges donc en 2015 et les années qui ont suivi, donc on a repris aussi la question du stationnement parce que du coup, ils avaient l'habitude de poser des serre-roues et on a imposé du coup la pose d'arceaux qui permettent de fixer du coup le vélo au niveau de son cadre et de son milieu, ce qui n'est pas possible donc avec le cerveau. Voilà. Donc pour cette question, je ne sais pas s'il y avait des éléments plus précis que vous souhaitiez, sachant que du coup on a la spécialiste du stationnement de vélo de la métropole avec nous dans la salle également, donc n'hésitez pas. Merci Christelle pour ces explications. On avait une question ici de Louis qui était un peu dans la même logique, qui nous demandait comment expliquer ces différences de pratiques d'attache entre les territoires. Je suis étonné par les résultats strasbourgeois. Et comme j'ai pu le dire, voilà, c'est le type de stationnement strasbourgeois qui, selon nous, justement, est sur un modèle à la fois de pince-roue, mais avec une sorte d'attache qui vient vers l'avant du vélo, qui peut-être contraint certains types de stationnement. Et comme vous avez dit, voilà, les arceaux lyonnais peut-être permettent davantage une double attache à la fois cadre et roue et aussi surtout avec un U, puisque du coup le support est vraiment à proximité du cadre. J'avais pris un visuel pour montrer aux personnes, du coup c'est pour parler. Donc on voit vraiment le potelet Vitmote et les deux systèmes d'accroche à côté. Merci beaucoup, et tout à fait pour ceux à qui ça ne dit pas. Alors après, il y a plein de modèles équivalents en effet. Merci beaucoup Christelle. Et puis je vais me tourner vers Fabien sur une question plutôt liée à l'usage et à l'expérience. Voilà, un des résultats qui avait été montré aussi dans une ancienne étude réalisée par Frédéric Heurant en 2003 sur le vol de vélo était de montrer que plus un usager avait de l'expérience, et nous c'est ce qu'on voit un peu avec l'estimation de l'âge des vélos, plus un usager avait de l'expérience, plus il utilisait un antivol sécurisé, et puis plus il avait une pratique de sécurisation élevée. Et du coup, essayez de voir comment vous... au sein de l'association CC37, vous arrivez à voir ces différences-là entre des néocyclistes qui arrivent avec certaines pratiques d'attache qui sont peut-être moins sécurisées, et comment les usagers montent en compétence sur le sujet, et comment aussi accompagner cette montée en compétence. Voilà, Fabien, je vous laisse nous partager vos expériences là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Ici en Touraine, avec le collectif cycliste, on note effectivement qu'il y a une corrélation entre le nombre d'années d'utilisation du vélo et le niveau d'antivol et le niveau de protection contre le vol en général, ce qui inclut pour moi le savoir attacher son vélo. On doit néanmoins lutter contre une idée reçue bien ancrée chez les Tourangelles et les Tourangeaux, et je pense dans la population en général, c'est que la meilleure façon de lutter contre le vol, c'est de s'équiper d'une radouille, ce que j'appelle une radouille. Donc faire pitié plutôt qu'envie. Et donc nous, on essaye vraiment de lutter contre ça. On a créé une exposition d'antivol, au départ avec toutes les gammes d'antivol, y compris des mauvais antivols. Et puis, on s'est rendu compte qu'on brouillait peut-être le message, et on a créé une exposition de bons antivols uniquement, donc les U, les antivols maître de menuisier et les chaînes, et ainsi que les antivols fixes de cadre. Donc voilà, ça, j'ai l'impression que l'on prêche matin, midi et soir sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet d'extrême importance si on veut développer le vélo en France, à mon avis. Ce qu'on a aussi fait ces dernières années, on a créé une affiche en partenariat avec le grand cinéma d'arrêt d'essai ici à Tours qui s'appelle Les Studios. Une affiche qui résume les 4 règles d'or pour ne pas se faire voler son vélo. Donc d'une part, avoir un bon antivol, ça on en a parlé. Ensuite, toujours attacher son vélo, même à l'intérieur, même pour 2 minutes. Enfin, attacher le cadre à un point fixe, et si possible en prenant une roue. Et puis faire marquer son vélo avec le système Bicicode, qui est aujourd'hui plus large, dont le spectre est plus large qu'avant, parce qu'il n'y a pas seulement du marquage, il y a d'autres types de façons de faire marquer son vélo, enfin de bicicoder le vélo, si on peut dire ça comme ça. Et enfin, pour vous, une dernière info, on a en 2014-2015
le collectif Cycliste 37 en partenariat avec l'ancêtre de la métropole de Tours. On a cartographié, on a fait des cartoparties, on a cartographié à l'époque les 7 ou 8 000 arceaux vélos répartis sur les 19 communes de la métropole. Merci Fabien pour ce partage d'expérience. Donc on voit que s'il y a de nouveaux cyclistes réguliers à Tours avec une croissance de la pratique, il y aura sûrement sans cesse besoin de faire de la pédagogie. Donc peut-être que c'est un peu un travail sans fin pour le collectif Cycliste 37, malheureusement, mais on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont possibles, comme voilà l'affichage de bons modèles d'antivol et de bonnes manières d'attacher, comme avec l'affiche que vous avez faite et que Nicolas nous a partagé dans la discussion, et puis aussi cartographier les lieux, en effet, les lieux d'attache qui peuvent permettre d'accompagner les cyclistes et les néocyclistes, notamment dans la pratique. Alors, si ça vous va, on va pouvoir continuer. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Alors oui, Christelle, je vous passe la parole. Oui, parce que je n'avais pas répondu à votre deuxième question. Du coup, à moins que vous soyez trop... Allez-y, je vous laisse. Je fais une rapide intervention sur la question du VLS. Effectivement, donc le système VLOV, mais aussi d'autres systèmes de VLS qui fonctionnent bien, comme Vélib à Paris. C'est que du coup, la question de la sécurisation du vélo est souvent évoquée dans les personnes qui choisissent d'utiliser ce mode de déplacement. Donc, je pense que cette manière d'avoir un vélo du coup à disposition sans prendre le risque d'avoir un vélo qui soit volé fait partie du succès également du VLS. À savoir aussi que les VLS quelquefois se font également voler et customiser du coup pour être réappropriés, mais ça voilà, c'est quand même une tendance qui est moins flagrante que sur le vol de vélo en général. Merci Christelle pour ces compléments, et peut-être du coup de dire qu'il y a plein de, c'est aussi notre idée dans les résultats de l'étude, dire qu'il y a plein de solutions pour limiter le vol et pour accompagner la pratique au regard du vol de vélo. Si ça vous va, on va continuer, Christelle et Fabien, et puis de toute manière on vous repassera la parole pour les prochains sujets, et je vais passer la parole à mon collègue Jean-Baptiste qui va vous parler de la radiographie du vol. Merci Clément, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une des parties de notre étude, c'est une radiographie du vol, donc c'est une sorte de portrait un peu du vol de vélo en France qu'on a réalisé, notamment à partir des données des 2800 et quelques vols de vélo qu'on a analysés avec le questionnaire aux usagers que Clément a présenté en début de webinaire. Donc on va traiter aujourd'hui deux questions, un peu où sont volés les vélos, dans quel type d'espace et comment ils étaient sécurisés, et aussi la question de la saisonnalité du vol. Il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dans cette radiographie du vol pour faire ce portrait. Et donc sur la sécurisation des vols de vélo, une des questions qu'on a posées, c'est de savoir où avait été volé le vélo, dans le sens où dans quel type d'espace avait été volé le vélo, et donc est-ce que c'était un espace public ou est-ce que c'était dans des espaces privés. Donc la proportion parmi les 2800 vols de vélo qu'on a analysés, c'est qu'il y a une majorité de 59% des vélos qui sont volés dans l'espace public et 41% des vélos par conséquent qui sont volés dans des espaces privés. Si on compare ça à d'autres enquêtes qu'on a évoquées avec vous au début du webinaire, comme l'enquête cadre de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur, on est dans cette enquête-là du ministère de l'Intérieur sur des proportions de 50-50, donc moitié-moitié. Et donc on est rentré dans le détail à partir de ces types d'espaces pour s'interroger un peu sur la manière dont les vélos étaient sécurisés en fonction du type d'espace où ils étaient volés. Et donc ce qui est très flagrant dans l'espace public, donc c'est des vélos qui sont stationnés, pour faire simple, plutôt à des arceaux, et donc accessibles dans l'espace public, à des points fixes. La majorité de ces vélos étaient effectivement attachés à un point fixe avec un cadenas, plus de 80% des vélos, 83% qui étaient effectivement sécurisés. Et parmi ceux-là, eh bien, ce qu'on constate, c'est que la majorité des vélos est sécurisée uniquement par le cadre
Et même quand on regarde les autres modes de sécurisation, c'est-à-dire cadre et roue avant, à chaque fois, le câble est l'antivol qui est prédominant. Vous le voyez sur cadre et roue avant, vous le voyez vraiment aussi sur les vélos qui sont sécurisés uniquement par le cadre. Donc, où l'antivol est prédominant. Et donc, pour comparer ça avec d'autres données qu'on a générées avec l'observation des vélos dans l'espace public, nous, dans les vélos qu'on a observés dans l'espace public, les antivols qui étaient sécurisés par le cadre, ils représentaient que 8% des vélos en moyenne. Et donc, 8% des vélos en moyenne sur ce qu'on observe dans l'espace public. Et on voit que, au contraire, parmi les vélos volés, le taux de câble est très important. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est aussi que le type d'antivol, comme l'a aussi dit Fabien, a un impact aussi sur le risque de vol et que dans l'espace public, la sélection des vélos volés ou pas volés, elle se fait aussi par la qualité de l'antivol. Et donc, il y a cet enjeu de pédagogie aussi auprès des usagers sur le type d'antivol utilisé. Et dans les espaces privés, on a identifié d'autres problématiques, donc autres types d'espaces et autres problématiques de vol et autres aspects du vol de vélo. C'est que dans une majorité des cas, les vélos qui sont volés dans des espaces privés, qu'ils soient sécurisés ou non, c'est des vélos qui souvent ont un antivol mais ne sont pas accrochés à un point fixe ou alors qui n'ont pas d'antivol. Si on regarde les espaces clos individuels en bleu, des espaces clos individuels et sécurisés, ça va être par exemple des garages, donc des garages privatifs, quelqu'un qui a un garage où il pourrait stationner une automobile et dans lequel il va garer un vélo et la porte va être fermée à clé, mais il peut quand même y avoir des infractions et donc par peut-être excès de confiance, un usager qui gare son vélo dans le garage ne va pas utiliser d'antivol parce qu'il pense que le garage est sécurisé et malheureusement donc quand les garages sont fracturés, eh ben, il y a ces vélos-là qui sont volés. Les espaces clos partagés donc en rouge, c'est une autre configuration. Donc, clos et partagé et sécurisé. On peut penser à des locaux, par exemple, collectifs dans des immeubles où il y a une porte avec une sécurisation, par exemple, une serrure. Et donc, il faut une serrure, un badge ou un code pour rentrer dans le local vélo partagé. Mais malheureusement, souvent dans ces locaux vélo partagés, chacun peut garer son vélo avec plus ou moins de place. Par contre, il n'y a pas systématiquement des arceaux qui sont positionnés ou des points fixes au mur qui permettent de sécuriser le vélo. Et donc, ça révèle un autre enjeu de la lutte contre le vol de vélo, c'est bien sûr la qualité des espaces de stationnement résidentiel, par exemple, dans des immeubles, où quand on a un espace clos qui est partagé, il faut aussi absolument qu'il y ait un point fixe satisfaisant pour que les personnes puissent utiliser un antivol et accrocher un antivol à un point fixe pour sécuriser leur vélo. Donc on voit au final que selon le type d'espace entre espace public et espace privé, il y a des formes différentes de vol et donc le risque, il vient parfois du fait de ne pas utiliser le bon antivol, mais aussi souvent dans les espaces privés du fait qu'il y a un mauvais équipement des espaces privés et qu'il n'y ait pas le stationnement qualitatif suffisant pour accrocher son vélo à un point fixe et à un arceau. Et donc, comme l'a dit Clément au début du webinaire, on a aussi donc fait des groupes de discussion avec des usagers qui ont été victimes de vol. Et donc sur la manière dont étaient sécurisés leurs vélos et aussi leur appréhension du coup du risque de vol de vélo. Et on se rend compte que c'est beaucoup le fait de l'expérience, puisque par exemple Patrick à Paris nous disait que d'après lui, le pire c'était à l'extérieur. Donc quand il voit le nombre de vélos dégradés, sans roues, sans selle, etc., il se dit que pour lui, un vélo qui passe une nuit dehors, il y a de fortes chances qu'il se transforme en épave ou qu'il soit volé. Et à l'inverse, on peut avoir d'autres expériences et des personnes qui, parce qu'elles se sont fait voler un vélo dans un garage d'immeuble, par exemple, vont penser que beaucoup des personnes qui sont victimes d'un vol de vélo se font voler le vélo dans le garage à vélo de leur immeuble. Donc, on vous a montré un peu les proportions qu'on a, nous, dans l'enquête. Donc, 59% espace public et 41% espace privé. Et en fait, le fait que le surrisque de vol de vélo, il vient vraiment de la qualité des antivols et de la qualité des stationnements qui sont offerts. Un autre aspect, donc je vous le disais, de ce portrait des vols de vélo, c'est la question de la saisonnalité. Donc on a demandé aux personnes qui se sont fait voler leur vélo, on leur a posé des questions sur l'heure estimée du vol. On leur a aussi demandé quel jour dans l'année ces personnes se sont fait voler leur vélo. Et donc on a regroupé ça par mois dans l'année. Donc on a notamment pris l'exemple de l'année 2021 qui va s'afficher. Et donc ce que vous voyez sur notre enquête ADMA auprès de 2800 personnes, parmi les personnes qui s'étaient fait voler
volé un vélo dans l'année 2021, vous voyez un pic important en septembre et en octobre. Hein. Le cumul de septembre et octobre fait qu'il y a à peu près un vélo sur 3 qui ont été volés en septembre et en octobre sur l'année 2021, donc un pic très important. Un autre phénomène qu'on voit et qui est un peu logique, c'est qu'à partir de mars jusqu'en juin, il y a une augmentation du nombre de vols de vélo sur ces mois-là, parce que ça reflète aussi la saisonnalité de la pratique du vélo. On a plus de personnes qui pratiquent le vélo, qui réutilisent leur vélo, qui ressortent leur vélo, et donc on a plus de vols. Ça se tasse un peu en juillet-août. On peut penser que c'est le fait des vacances aussi scolaires. Et donc il y a ce pic en septembre-octobre. Et on s'est demandé un peu si ce pic en septembre-octobre, c'était une particularité de notre enquête ou si c'était un peu un phénomène assez lourd et structurel. Et on a comparé donc plusieurs données. Ici, on vous a mis les données de Berlin et de Bruxelles. On a comparé aussi d'autres données, d'autres enquêtes. Mais globalement, toutes ces données montrent qu'il y a un pic en septembre et en octobre sur le vol de vélo. Alors, si on prend le cas de Berlin, donc en violet foncé, on voit que ce pic, en fait, le redémarrage, on va dire, des vols de vélo, de l'intensité des vols de vélo, ça commence dès août, hein, puisqu'on passe de 9,4% en juillet à 11% en août. Et en fait, à Berlin, par exemple, la rentrée scolaire est plus tôt qu'en France. Donc, il y a la rentrée scolaire dès août. Ça veut dire que les personnes reviennent aussi de vacances d'été et reprennent une pratique du vélo quotidienne et utilitaire plus tôt, donc en août et pas en septembre comme en France par exemple. Et donc la conclusion qu'on en tire, c'est que c'est aussi ce retour des vacances, des congés où beaucoup de personnes partent en vacances et utilisent moins leur vélo utilitaire. Et donc le retour à l'école pour les enfants, au collège, au lycée, au travail, donc le retour de la pratique utilitaire du vélo en septembre et octobre implique aussi qu'il y a ce pic de vol de vélo à ce moment-là, donc un vol de vélo qui est aussi lié de manière assez logique à la pratique du vélo et au nombre de vélos qui circulent et qui sont donc stationnés dans les espaces publics ou dans les espaces privés. Et donc on peut peut-être passer à la suite. Et donc la question, les questions qu'on avait envie de poser à nos intervenants, c'était par rapport un peu à ces deux éléments du portrait de vol de vélo, c'est espace public, espace privé. On voit qu'il y a des formes de vol qui sont différentes. Donc est-ce qu'il y a aussi des stratégies de lutte contre le vol et des stratégies de qualité du stationnement ou de travail sur stationnement qui vont être différentes dans vos pratiques, que ce soit en tant que collectivité ou association par rapport au stationnement des vélos. Et la deuxième question, donc c'est cette question de la saisonnalité du vol et du pic en septembre. Est-ce que, en tant que collectivité et en tant qu'association, vous avez déjà pensé ou déjà fait des actions ciblées sur ces périodes du pic de septembre? Je prends l'image des cambriolages. Hein. On sait que, par exemple, à l'été, on entend souvent dans les médias des actions de la police, de sensibilisation sur les cambriolages quand les gens vont partir en vacances. Est-ce que, de la même manière, vous avez déjà fait ou vous pensez faire des actions au moment où les gens reprennent la pratique du vélo pour les sensibiliser et peut-être avoir des actions avec la police de répression de ce phénomène au moment où il est le plus diffusé. Et je propose qu'on commence. Je vois que Christelle a allumé sa caméra, donc commencer par Christelle, puis par Fabien sur ces deux questions. La politique de la métropole concernant le stationnement, donc on va dire espace privé, espace public, on va dire de manière générale, et de développer massivement le stationnement, parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, collectivités, l'un des premiers leviers pour lutter contre le vol, c'est de développer massivement les facilités de stationnement et d'accroche des vélos sur notre territoire. Donc sur l'espace public, au niveau de la métropole de Lyon, ça manquait cruellement de stationnement sécurisé. Donc là, on développe les grosses consignes pour pouvoir avoir notamment sur les pôles intermodaux des endroits facilités et sécurisés pour l'accroche de vélos. On va développer dans un avenir proche les petits abris aussi hein, sur l'espace public. On est en train de recenser du coup les souhaits des habitants sur notre site To2Go pour essayer de voir et d'identifier les lieux où on doit les mettre en priorité. Donc ça, c'est pour l'espace public. Et pour l'espace privé, on souhaite développer à l'avenir et
l'aménagement de rez-de-chaussée dans les secteurs qui sont contraints en termes de stationnement privé pour offrir des lieux aux habitants où ils pourront garer leur vélo de manière sécurisée, du coup, quand ils rentrent chez eux le soir et pour y passer la nuit. Voilà, et également tout ce qui est parking en ouvrage, où on développe également le stationnement vélo à l'intérieur. Donc, je dirais qu'il n'y a pas deux stratégies différentes, c'est aller à fond sur les deux sujets et développer le stationnement massivement au niveau de la métropole de Lyon. Pas bien pour poursuivre. Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Christelle. On essaye d'agir à la fois sur le domaine public et le domaine privé. Alors nous, on agit avec nos petits moyens, mais on a notamment via des outils de communication. On a rédigé un article sur notre site et nos réseaux sociaux pour alerter sur et mettre fin à l'utilisation des pince-roues par les aménageurs, publics ou privés d'ailleurs. On espère voir arriver sur Tours et la métropole les premiers box individuels, notamment dans les quartiers historiques où il n'y a absolument pas de locaux vélo. C'est même pas une question d'aménagement ou de réaménagement du local vélo, c'est l'absence totale de local vélo. On a travaillé avec le syndicat des Mobilités Touraine et Tours Métropole Val-de-Loire, pour développer les parkings vélos en intermodalité. Donc aujourd'hui, il y en a une quinzaine sur la métropole, principalement le long de la première ligne de tram ici à Tours et de la ligne de BHNS, bus à haut niveau de service. Voilà. Et enfin, l'association s'est engagée dans le programme Alvéole Plus, à la fois pour faire du conseil en stationnement, y compris et notamment pour les collectivités, pour les copropriétés privées, mais voilà, et aussi également pour la partie aval sur l'animation et la sensibilisation à la lutte contre le vol. Voilà en quelques mots nos actions. Et alors, je reviens sur la question de la saisonnalité. Du coup, est-ce que vous avez des actions particulières, est-ce que vous avez identifié ce moment de septembre-octobre, ou est-ce que ça vous donne des idées si vous ne l'aviez pas déjà fait auparavant? Non, c'est vraiment l'étude ADMA qui nous a fait pointer ce sujet-là. Du coup, en vous écoutant, j'étais en train de réfléchir, on va peut-être faire une lettre électronique spéciale cet été pour informer nos adhérents et sympathisants de se protéger tout particulièrement pour la rentrée de septembre. Alors, au niveau de la métropole de Lyon, on n'a pas d'action actuellement ou de sensibilisation particulière, mis à part nos associations, bien sûr, qui dans leur quotidien travaillent aussi comme à Tours sur cette sensibilisation sur l'accroche des vélos. Pour l'instant, on n'a pas développé, on va dire, d'action massive, que ce soit en septembre ou dans n'importe quel moment de l'année sur ce sujet. Par contre, c'est un souhait d'essayer d'investir davantage ce champ. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à projet donc là au printemps sur la lutte contre le vol. Donc on est en train d'analyser les offres et on ne doute pas que suite à cette analyse, il y aura des actions qui vont voir le jour au sein de la métropole et on sera attentif aussi à cette question de saisonnalité qui a été soulignée par l'étude de l'ADMA. Jean-Baptiste, Oui. je me permets de transmettre une question que j'ai lue dans le chat et qui est peut-être à destination de Christelle. Il y a Benoît qui nous demande quel mobilier avez-vous choisi pour les vélos atypiques, type vélo cargo, long tail. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un choix pour les vélos spéciaux et comment s'adapter aussi à l'évolution des pratiques en termes de choix de vélo?
C'est là que je vais utiliser mon joker Cassandre Perronnet, qui doit être dans le qui doit être dans la discussion si elle est toujours présente. Alors, je crois, mais elle me corrigera hein, si je me trompe, qu'on utilise le même type d'arceau. Par contre, c'est une question d'espace du coup entre les arceaux qui est modifié du coup pour permettre la bonne accroche de ce type de vélo. Cassandre, si tu es là, n'hésite pas à intervenir. Cassandre, tu as le micro ouvert normalement. La caméra aussi. Je suis toujours là. En attendant, on avait une autre question sur le stationnement devant les écoles et une question autour de pour savoir si les pinces-roues étaient adaptées pour des vélos pour enfants avec des roues inférieures à 24 pouces. Est-ce que c'est un sujet voilà, qui est apparu, le fait d'avoir là pour le coup voilà, certaines typologies de stationnement adaptées pour les vélos pour enfants? Non, en tout cas sur notre territoire, du coup, c'est pas une politique qu'on développe. Hein, c'est vraiment essayer de développer massivement donc les arceaux hein, sur l'espace public et les arceaux avec leur système de anses qui sont assez basses permettent tout à fait l'accroche d'un vélo pour enfants également, même au niveau du petelet. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 2 pinces-roues pour pouvoir garer et sécuriser un vélo pour enfants. Donc non, ce n'est pas quelque chose qu'on a retenu au sein de la métropole. Je confirme ce que dit Christelle, le pince-roue ne me semble jamais être une bonne solution. Alors peut-être avant qu'on passe à la troisième partie avec Nicolas qui répondra d'ailleurs à certaines interrogations qu'il y a dans le chat, j'ai juste vu une question sur vélo à assistance électrique versus vélo conventionnel. Un élément, enfin une des questions qu'on a posées sur le vélo à assistance électrique, c'est de demander aux usagers qui se sont fait voler un vélo à assistance électrique si la batterie était sur le vélo au moment du vol. Et on a un résultat assez net puisqu'il y a 83% des victimes de vol d'un VAE qui avaient laissé leur batterie sur le vélo au moment du vol. Et donc, vous savez sûrement qu'on conseille aussi aux personnes d'enlever la batterie du vélo. Et donc, ce qu'on voit, nous, dans notre enquête, c'est qu'il y a aussi un phénomène de tri dans le vol et qu'en fait, les vélos qui sont volés sont les vélos, entre guillemets, les plus intéressants. Et donc, vu la valeur de la batterie, et ben, c'est plus intéressant de voler un VAE avec une batterie que sans batterie. Et donc, le fait de laisser la batterie sur le VAE, ça va aussi augmenter les risques de vol de vélo. Donc, c'est un élément assez logique, mais avec un résultat assez net sur notre enquête. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques de nos intervenants, on va passer à la troisième partie avec Nicolas, et puis on reposera des questions à nos intervenants, et on ouvrira une session de questions à la fin. On devrait avoir le temps pour quelques questions à la fin. Ouais, tout à fait. Donc, on va passer à la troisième partie sur les suites du vol. Ça va faire écho à de nombreuses questions qui sont apparues dans le chat, notamment sur la question du marquage et des chances de retrouver son vélo suite au marquage, donc qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 sur les vélos neufs, depuis juillet 2021 sur les vélos d'occasion. Et donc, on va y revenir. Alors, sur la prochaine slide, tout d'abord, sur le dépôt de plainte. Alors, vous allez le voir dans le tableau qui suit, on a un écart assez conséquent entre l'enquête ADMA et les chiffres de l'enquête cadre de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur, avec un taux de victimes ayant porté plainte de 65%, donc parmi les répondants à notre enquête, alors qu'il est plutôt autour de 25% dans l'enquête de 2019. Il y a plusieurs facteurs explicatifs.
Bon, déjà, c'est le décalage temporel. Peut-être un des critères, un des facteurs les plus explicatifs, c'est le fait que parmi les répondants à l'enquête ADMA-FUB, on a un certain nombre de cyclistes et d'usagers un peu plus expérimentés. Donc voilà, qui peut expliquer peut-être un plus fort dépôt de plainte. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez revenu dans les focus group qu'on a réalisés à Lyon et à Paris, où vraiment, de concert, la plupart des usagers avaient vraiment le propos de dire nous, suite à un vol, on avait vraiment à cœur de déposer plainte, pas forcément pour le retrouver, mais pour que ça soit inscrit, pour que ce soit un problème qui soit pris au sérieux par les pouvoirs publics et que ça n'arrive plus. Donc voilà, donc il y a peut-être cette dimension aussi qui explique. Et également, un des éléments aussi explicatifs, c'est le développement du marché des assurances vélo, qui est assez récent, qu'on détaille bien dans l'étude à partir de la page 99, donc vous pourrez le retrouver dans l'étude complète, et qui explique aussi un plus fort dépôt de plainte ces dernières années, avec la volonté de pouvoir récupérer une partie de la mise, de pouvoir se faire rembourser une partie de son vélo. Alors, sur le petit tableau suivant qui va apparaître à droite, on a essayé un peu de décortiquer, et ça fait écho à cette question qui apparaissait dans le chat. Est-ce que le marquage permet de retrouver plus facilement son vélo? Donc, vous avez à droite le taux de vélo retrouvé. Donc, effectivement, on le voit. S'il n'y a pas de dépôt de plainte, on a un taux plus faible, autour de 4,9. Et par contre, si on a un vélo marqué avec un dépôt de plainte, on arrive à un taux de 8,5. Voilà, donc on voit vraiment à travers l'enquête qu'il y a des facteurs, le dépôt de plainte et le marquage, qui peuvent accentuer les chances de retrouver son vélo. Donc ça, c'était important de pouvoir insister là-dessus. Dans la slide suivante, on voulait revenir un peu plus sur, toujours un peu dans cette radiographie, dans ce profil type. Quels sont les publics qui arrêtent le vélo suite à un vol? Donc une majorité d'entre eux, dans notre enquête, 51% des vélos volés et des usagers qui arrêtent le vélo suite à un vol sont des, on va dire, des propriétaires de vélos de moins de 2 ans. Ensuite, quand on regarde la donnée suivante, paradoxalement, mais au final, ça fait sens. On voit que parmi également ce profil type de personnes qui renoncent à la pratique suite à un vol, on a également un nombre conséquent, donc supérieur de 8 points à la moyenne, de propriétaires de vélos entre 200 et 500 euros de vélos neufs, mais aussi de propriétaires de VAE. Donc, globalement, ça nous renvoie le fait qu'on ait des vélos plutôt neufs situés entre 200 et 500 euros, vélos de moins de 2 ans, ça dresse un peu un profil type d'un primo usager du vélo, d'un nouvel usager du vélo. Ça renvoie, on va dire, à peut-être un décalage entre peut-être une cycliste ou un cycliste régulier et un nouveau usager, donc qui serait, on va dire, plus incité à renoncer à la pratique, parce que c'était une pratique nouvelle, et suite à un vol, la pratique était peut-être moins ancrée dans les habitudes et on a eu un renoncement plus conséquent. En tout cas, c'est des données qui apparaissent assez clairement dans les résultats de l'étude. Donc ça, c'était pour le renoncement à la pratique. Ensuite, on a voulu étudier l'évolution des comportements de sécurisation. Donc sur les 2800, il y a 1300 répondants qui nous ont évoqué l'évolution de leur comportement de sécurisation. Voilà, quel était le recours à un ou plusieurs types d'antivol suite à un vol. Donc déjà, en termes de radiographie, 87% des victimes de vol n'utilisaient qu'un seul antivol. Au moment du vol. Ensuite, ils ne sont plus que 69% à utiliser qu'un seul antivol. Donc ça renvoie à l'idée qu'un certain nombre d'entre eux se dotent de plusieurs antivols. Ensuite, peut-être dans le paragraphe suivant qui va apparaître, on voit des éléments intéressants sur
l'utilisation d'un seul antivol de type câble, ce fameux antivol de type câble qu'évoquait Jean-Baptiste tout à l'heure, qui est un peu le chat noir et qui voilà, polarise un certain nombre de vols. Mais on voit qu'en termes d'évolution des comportements de sécurisation, le recours à un antivol de type câble suite à un vol est divisé par 10. Donc on passe de 49% des victimes de vol à seulement 5,5 après, voilà, qui sont dotés d'antivols de type câble. Et ensuite, on voit effectivement un recours plus conséquent aux antivols de type U et au fait qu'un quart des usagers, suite à un vol, voilà, a décidé de s'équiper de plusieurs antivols avec notamment l'idée aussi de pouvoir sécuriser le cadre et une ou plusieurs roues. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a pu voir dans le cadre des observations de terrain, voilà, et des éléments peut-être dans la slide suivante qui sont apparus dans le cadre des focus group. Voilà, où on avait par exemple l'exemple de Romane à Lyon qui a insisté sur le fait que voilà, elle avait commencé de très bas avec un tortillon, avec un câble vraiment très très peu sécuritaire, et au fur et à mesure, voilà, elle a mis une somme conséquente pour sécuriser son vélo. Voilà, avec au-delà on va dire, d'une réflexion autour de l'antivol, une plus grande vigilance sur les lieux de stationnement, voilà, les zones à risque, la temporalité, etc. On a une autre réaction, voilà, toujours à Lyon, d'une personne qui nous disait, bah voilà, moi c'est vraiment, au départ c'était un antivol, maintenant j'en ai plusieurs sur moi, et cette personne d'ailleurs nous parlait également d'un système d'alarme qu'elle avait mis en place. Donc voilà, parmi les usagers qui se sont exprimés dans le focus group, on avait des personnes qui avaient subi plusieurs vols et donc qui évoquaient un peu voilà, la diversité des stratagèmes qu'ils mettaient en place justement pour être plus résilients et limiter ce vol. Donc voilà un peu sur les trois dimensions, dépôt de plainte, les évolutions de la pratique et effectivement l'évolution de la sécurisation. On voit que voilà, il y a des profils types et il y a aussi des comportements qui changent suite à ce vol vers une pratique plus sécuritaire. Alors des questions déjà pour nos invités. Peut-être pour commencer avec Fabien. Voilà, comment on pourrait inciter, une première question, les victimes à davantage déposer plainte. Voilà, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou même des évolutions peut-être en termes systémiques, hein, en lien avec les forces de l'ordre qui pourraient inciter, mais aussi avec les assurances, etc., qui pourraient inciter à mieux déposer, à permettre aux usagers de déposer plainte plus systématiquement. Et voilà, on a évoqué un peu ce profil type des nouveaux usagers, hein, qui sont un peu là aussi voilà, particulièrement marqués, particulièrement impactés par le renoncement à la pratique. Voilà, comment on pourrait les accompagner au mieux? Désolé Nicolas, j'ai pas de baguette magique, je suis même un peu démuni vis-à-vis de ce sujet-là parce que nous on incite systématiquement nos adhérents ou sympathisants ou le simple usager ou la simple usagère du vélo qui a été victime de vol à déposer plainte. Mais voilà, c'est pas évident. Je pense que le nombre de dépôts de plainte, enfin le taux de dépôt de plainte est assez faible. Est-ce qu'il est en rapport avec le prix du vélo? Je me pose la question. Voilà, moi j'envisage depuis qu'il y a les pré-plaintes, le système de pré-plainte en ligne, éventuellement de créer une sorte d'article qui serait la procédure de la pré-plainte lorsqu'on se fait voler son vélo, qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être un appel du pied à l'ADMA et à la FUB, hein, on pourrait rédiger ça ensemble. Voilà, mais c'est assez compliqué d'inciter l'usager victime de vol à déposer plainte. Ils se demandent souvent à quoi bon. Peut-être que pendant des années, les forces de l'ordre n'ont pas
pas saisi l'importance de ce sujet-là et on peut pris en compte le vol de vélo. Je ne sais pas. Et peut-être sur la seconde question, sur les actions à développer auprès des nouveaux cyclistes, est-ce qu'il y a un discours différent ou est-ce que c'est une question que vous vous posez? Comment accompagner mieux cette typologie d'usagers? Oui, mais notre difficulté, c'est plutôt d'identifier les nouveaux cyclistes qui se distinguent pas spécialement des autres, sauf s'ils nous le disent à un moment donné dans une discussion ou une conversation. Non, notre discours, il s'adresse plutôt à vraiment au grand public, donc des familles, des salariés, des personnes en insertion, enfin voilà, tout type de public, mais on ne distingue pas entre les nouveaux cyclistes et les anciens cyclistes, entre guillemets. Merci pour ce retour. On avait également des questions pour Christelle. Peut-être pour revenir, alors dans l'étude, effectivement, là, on vous a parlé des évolutions voilà, du renoncement à la pratique, des évolutions de la sécurisation. Dans cette dernière partie sur les suites du vol, on évoque aussi dans l'étude complète la question de l'assurance, la question de certains, on va dire, services et modalités d'accompagnement des usagers qui se développent. Je pense notamment à la question des traceurs. Peut-être, Christelle, sur les suites du vol, voilà, est-ce que vous avez en tête des actions pour améliorer le taux de retour des vélos volés et est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur l'appel à projet que vous venez d'initier? Alors c'est très récent, et c'est peut-être aussi une première en termes de mobilisation des collectivités sur ce sujet-là. Et après, effectivement, pour rebondir par rapport à la question qui a été posée à Fabien sur cette notion d'effet d'apprentissage, comment on peut voilà, mieux accompagner par des actions de communication ces nouveaux usagers, ces primo usagers du vélo. Voilà, si vous avez peut-être un ressenti ou une idée là-dessus, donc on vous écoute. C'est vrai qu'on a fait le choix face au phénomène du vol, hein, qui est important sur la métropole et comme dans toutes les grosses métropoles. On a souhaité saisir le problème à bras-le-corps en se disant toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. C'est pour ça qu'on a fait un appel à projet. Donc pour ceux qui sont pas au fait de la commande publique, l'appel à projet, c'est vraiment on définit une thématique. Là, c'est la lutte contre le vol et donc on étudie toutes les bonnes propositions qui pourraient nous être faites sur le sujet. Là, on est en cours d'analyse, donc je ne peux pas vous en parler et les choix ne sont pas encore effectués. Vous aurez plutôt le retour à l'automne. Mais voilà, donc c'était vraiment une dynamique en se disant actuellement, mis à part le stationnement, on aimerait investir ce champ. Donc on est en train de regarder et toutes les bonnes idées donc étaient bonnes à prendre dans cet appel à projet qui était ouvert au niveau global et au niveau national. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais je dirais la suite pour cet automne. Super, et donc c'est un appel à projet avec des actions donc, qui seront soutenues par la métropole et qui concerneront donc l'ensemble des communes potentiellement de la métropole voilà, pour accompagner les usagers. Exactement, on est en train d'analyser tout ça. Donc voilà, bon, après on verra si suivant. En fait, chaque porteur de projet fait une proposition bien spécifique et la métropole choisit de l'accompagner ou non. Donc ça peut être variable du coup d'un projet à l'autre. Ça peut être un projet qui concerne telle ou telle commune, pas forcément la globalité de la métropole. Donc suivant les projets, c'est différent. Donc voilà. Mais
voilà, les choix ne sont pas encore faits. Ok. Et sur des campagnes de communication ou des actions de pédagogie, est-ce que c'est une question qui s'est posée pour les équipes du Grand Lyon? Est-ce que ça pourra être potentiellement intégré dans le cadre de... Oui. C'est comment, étant donné qu'on va investir ce sujet, donc avec le premier marqueur du stationnement, le deuxième marqueur du coup de l'appel à projet, logiquement donc la question de la communication va suivre et c'est un champ qu'on va investir avec les équipes de la communication pour essayer de communiquer à la fois au bon moment, comme vous l'avez souligné, mais également sur quel message il faut qu'on fasse passer et à qui et sous quels canaux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va investir et qui vont répondre à cette thématique globale de la prise en compte de la lutte contre le vol. Sinon, j'en profite pour vous parler d'une petite association donc, qui n'est peut-être pas très connue pour l'instant, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est une association nationale qui s'appelle Vélo Home, du coup, qui a pour objectif justement de mettre en relation gratuitement les particuliers pour offrir des espaces sécurisés. Du coup, quand un habitant, un cycliste souhaite mettre à disposition un stationnement à un cycliste, il peut via ce site se connecter et le proposer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe une carte sur le vol en France. Donc, ils essaient de recenser du coup tous les lieux du coup où se font voler les vélos et du coup pour dégager des tendances. Donc, plus cette carte sera connue et plus du coup il y aura d'informations et qui seront intéressantes pour nous les collectivités à le prendre. Donc, je pense que c'est intéressant de suivre ce qu'ils font et essayer de communiquer un peu sur le sujet. Merci Christelle pour la mise en avant de cette association. Pour répondre à la question de Marie-Pascale dans le chat, je viens de vous mettre le paragraphe de l'étude qui évoque l'initiative de Vélom, donc qui est à la base d'une initiative portée par des étudiants lyonnais, donc qui ont créé cette association et qui est effectivement une des... Il y a deux grandes cartographies nationales sur le vol de vélo. Il y a aussi des initiatives locales. Je pense à Lille où il y a eu un travail, on va dire, collaboratif avec une plateforme collaborative pour essayer de recenser le vol de vélo avec une cartographie interactive également qui affiche les vélos retrouvés, etc. Donc, il y a plusieurs initiatives locales. Donc voilà, donc dans l'étude, on a essayé de mettre un peu en avant cette initiative Vélom qui est à la fois sur la cartographie, mais aussi sur ce service, on va dire, un peu d'entraide entre voisins pour offrir des espaces de stationnement, notamment pour les personnes qui vivent dans des copropriétés ou des logements sociaux qui ne seraient pas dotés d'espaces de stationnement sécurisés. Merci Christelle pour ces éléments de réponse. Merci à Fabien également. Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat sur lesquelles on n'a pas pu répondre sur cette dernière partie. Alors, je vais envoyer notamment deux. Il y avait une question spécifique sur les assurances. On peut peut-être un peu développer ce point. On avait choisi de l'écarter du webinaire par question de temps, mais s'il y a une question dessus, on peut peut-être en parler un petit peu. Et il y avait aussi une question sur le débouché des vols de vélos, c'est-à-dire est-ce que c'est des filières structurées ou pas, est-ce que c'est des vols d'opportunité et où vont les vélos. Alors nous, comme on le dit souvent, on n'a pas interrogé de voleurs de vélos, on a plutôt interrogé des victimes, donc on n'a pas forcément cette donnée. Par contre, je vais vous mettre un lien vers une étude du MIT qui a été faite sur des vols de vélos à Amsterdam et qui concluait plutôt que les vélos restaient sur place dans la ville et n'étaient pas forcément envoyés quelque part par des filières très structurées. C'est des vélos qu'on retrouvait en fait dans la ville. Donc, c'est une expérimentation où les vélos ont été traqués pour savoir où ils allaient. Et donc, je vais vous mettre le lien vers cette étude et vous verrez des éléments de cartographie notamment. Après, ça a été fait à Amsterdam sur des vélos qui étaient plutôt des vieux vélos hollandais. Donc, ça dépend aussi du type de vélos qui sont volés. Mais c'est un des rares exemples, une des rares données qu'on a. Si c'est possible, je passe la
la parole à Nicolas, donc pour cette question de l'assurance des vols, puisqu'on a une ou deux slides sur le sujet qui montrent notamment un peu que les personnes qui s'assurent sont plus prudentes, elles marquent aussi plus leur vélo et qui montrent aussi que les personnes assurées ou qui ont un vélo marqué, c'est des vélos différents des autres, enfin des vélos volés en général. Donc on va vous montrer ces spécificités-là si on arrive à afficher les slides. Ouais. Est-ce que oui, normalement tu peux les afficher facilement. Hop, afficher la diapositive. Hop. Je te laisse le faire, j'arrive Ouais. pas. Normalement c'est bon, tu peux juste repartager. Hop. Super, ouais, c'est un sujet dont on a pas mal parlé lors de précédentes interventions, notamment au salon autonomie, la question des assurés. On s'est appuyé dans l'étude, donc je vous le dis, hein, page 99 de l'étude, sur des données aussi du bureau d'études cité, et on voit, mais c'est la même chose hein, d'ailleurs que pour le dépôt de plainte, hein, on voit que dans les résultats de notre étude par rapport à l'étude citée qui est en plus standardisée, on va dire peut-être un peu plus fiable sur la population générale. Nous, on a des éléments qui renvoient peut-être au fait qu'on avait plus de cyclistes aguerris parmi nos répondants. Donc, on en avait effectivement un pool de 19% assurés, alors que dans l'étude citée, alors qui date un peu de quelques années, je crois que c'est 2019 ou 2020, on était à 8,5%. Donc voilà, on peut encore se dire que sur les dernières années, le nombre d'assurés a augmenté et qu'il est peut-être, on va dire, voilà, dans cette fourchette 8%, 19%. Donc une dizaine de pourcents d'assurés. Donc effectivement, là dans cette slide, ce sur quoi on a voulu insister, c'est que en fonction du fait que l'on est assuré ou pas, le marquage est plus présent. Voilà, parce que généralement, on va y revenir dans la slide suivante, les vélos assurés, c'est en plus grande propension des VAE, des vélos à assistance électrique, des vélos qui ont un certain coût, qui ont été achetés depuis moins de 2 ans. Donc par rapport à ce qu'on évoquait dans le chat sur l'obligation légale depuis 2021, voilà, il y a, on va dire, un certain nombre de facteurs qui font que effectivement, on a certaines catégories de vélos qui vont être plus assurés en écho avec cette période depuis moins de 2 ans. Peut-être si on peut revenir à la slide précédente. On voit qu'effectivement, le fait de pouvoir potentiellement récupérer une partie du coût d'achat, ça incite très fortement à déclarer le vol. Donc ça, là pour le coup, voilà, ça c'est des chiffres de notre enquête. On voit que il y a un quasi-systématisme entre le fait d'assurer son vélo et de déposer plainte, voilà, et avec une chance un peu plus importante de retrouver son vélo, même si ça reste encore un peu faible. Voilà un peu sur ce petit retour sur la dimension assurance, mais dans l'étude, on y revient plus longuement. On a analysé notamment les critères de 41 assurances, alors que ce soit des assurances pure player dédiées au vélo ou des assurances multirisques habitation avec une option vélo. Voilà, on a essayé un peu parmi les critères qui étaient publics et annoncés de façon transparente par les assurances, on a essayé de regarder voilà la diversité des critères et de voir que aussi il y avait d'une certaine manière un travail de pédagogie qui était initié avec le fait d'assurer son vélo, avec un certain nombre d'assurances qui demandent le fait que le vélo soit sécurisé avec des antivols qui sont reconnus 2 roues par la FUB. Peut-être que Clément pourra rajouter dans le chat le lien vers le travail de la FUB justement pour essayer de classifier un peu les différentes typologies d'antivol pour qu'ils soient le plus sécuritaires possible. Et on voit qu'il y a
voilà, un travail et une discussion avec les assurances pour qu'il y ait des critères de sécurisation qui soient importants et promus par les assurances. Il y a de plus en plus d'assurances qui soutiennent, qui demandent à leurs assurés que leur vélo soit marqué. Voilà, donc on va dire un peu cette opportunité aussi que peut jouer l'assurance avec d'un côté l'usager qui peut espérer récupérer une partie de sa mise en cas de vol et effectivement certains items un peu plus sécuritaires qui sont promus et sur lesquels on voit que ça peut avoir en tout cas, et ça c'est ce qui ressort de nous dans notre travail d'étude sur le fait de pouvoir un peu plus retrouver son vélo, même si ça reste encore bien insuffisant. Voilà un peu sur cette assurance. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat ou si on te donne la main. Il y avait une question sur les box. Alors c'est vrai qu'on n'a pas étudié ça de manière spécifique, donc on n'a pas focalisé, on n'a pas le détail des vélos qui sont volés dans ce type de box. On sait seulement si l'endroit était fermé, sécurisé à clé, mais on n'a pas d'éléments. Mais je vois que Nicolas Frasier a donné des résultats. Il y a une expérience du coup à Bruxelles dans le chat, donc c'est un élément de réponse. Mais voilà, comme on considérait qu'il n'y avait pas encore énormément de type d'installation de cette manière, on n'a pas fait l'analyse spécifique. Peut-être qu'on peut donc conclure ce webinaire. On arrive. Oui, Nicolas. Et je pense aussi ce qui peut être intéressant, parce qu'on l'a évoqué rapidement dans la première partie, plus sous l'angle macro, c'est-à-dire la correspondance peut-être entre le niveau de pratique et l'incidence du vol. Mais je pense que ça peut être précieux pour un certain nombre de personnes qui assistent à ce webinaire. Vraiment, dans la première partie de l'étude, on fait d'une certaine manière des monographies sur différents territoires. On revient aussi typiquement, je pense au Danemark, sur l'évolution des comportements de sécurisation, le marquage, le recours à l'assurance, etc. On fait aussi des focus territoriaux. Je pense qu'à un moment, on parle du cas de Paris et des évolutions récentes. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'avoir peut-être un peu plus dans le détail, au-delà de la photographie et des grands éléments par pays, de vous appesantir un peu sur ces parties-là qui sont assez pertinentes et il y a des éléments sur les profils types qu'évoquait Jean-Baptiste sur la radiographie du vol, on parle aussi pas mal dans l'étude des différents solutions en termes de stationnement sécurisé. On revient sur les différentes typologies d'offres. Donc, on a pu aborder dans le cadre de ce webinaire qu'un certain nombre d'items avec un temps contraint, mais il y a encore plein de choses à découvrir dans l'étude et on reste bien sûr à votre disposition pour échanger à la suite de ce webinaire. Et Clément, je te redonne la parole. Oui, alors je vais juste essayer de prendre très rapidement les deux dernières questions qui sont posées dans le chat, notamment la question du cahier des charges des stationnements sécurisés en gare sur le décret de la LOM. En effet, il y a un certain nombre de critères qui nous semblent être intéressants, notamment pour améliorer le stationnement et la sécurisation, avec du coup un stationnement qui prévoit la tâche du cadre et d'au moins une roue. La question de vidéosurveillance, la question de fermeture sécurisée, évidemment, ça nous semble être des éléments qui permettent de rendre les vélos moins exposés aux risques. Et après, il y a tout un enjeu plus général et sur le temps long, de se dire, en fait, si on a une sécurisation globale qui s'améliore pour les vélos, est-ce qu'il ne va pas avoir aussi une montée en sécurisation qui devra être nécessaire, parce qu'en fait, ça sera toujours les vélos les moins bien attachés, les moins bien sécurisés qui seront volés, et que s'il y a une montée une amélioration générale du stationnement, est-ce que le risque de vol va rester le même ou pas, ou est-ce qu'il ne va pas se décaler justement vers des vélos de mieux en mieux attachés, puisque l'ensemble des Français attachent le mieux. Et ensuite, la question de Paul Lelong, et je vois que on n'a pas répondu sur la question de comment les gens accrochent leur vélo chez eux, le pourcentage des gens qui stationnent chez eux. Donc là, on a des éléments dans les enquêtes de mobilité, donc dans les enquêtes qu'on a présentées au début. Donc là, ce n'est pas lié à nos enquêtes, mais en tout cas, tout ça est également présent dans le rapport, puisqu'on a fait une exploitation de ces enquêtes déjà disponibles.
Donc, je vous ai remis dans le chat une dernière fois le lien vers le rapport complet et la synthèse de l'étude. Donc, évidemment, vous êtes libre d'aller lire l'un ou l'autre et de partager, évidemment, tout ça. Et en libre accès, n'hésitez pas à diffuser. Pour conclure, merci beaucoup à nos intervenants. Fabien Frugier, du collectif Cycliste 37 à Tours, merci de nous avoir partagé des expériences liées au travail associatif et aux actions que vous menez depuis longtemps à Tours contre le vol de vélo et pour améliorer justement la connaissance du risque vis-à-vis des usagers cyclistes. Merci beaucoup Fabien, et merci Christelle Fabi de la métropole du Grand Lyon aussi pour les actions que vous menez contre le vol. Et on sait que c'est des actions qui sont en cours, donc encore pas mal de choses à suivre de votre côté. Merci beaucoup pour le partage de vos expériences et votre participation. Merci aussi à toutes et à tous qui avaient pu venir nous écouter, participer dans le chat. On a essayé de répondre à un maximum de questions. On s'excuse si certaines de vos questions ont été oubliées ou si on a répondu on n'a pas pu répondre sur l'ensemble des éléments. N'hésitez pas à aller regarder dans l'étude, parce qu'il y a pas mal d'éléments que vous avez pu nous poser qui sont dans l'étude, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous avez des questions complémentaires, de toute façon, vous pouvez toujours nous contacter donc à travers les boîtes mail de l'ADMA. Merci beaucoup. Et Jean-Baptiste, Nicolas, je vous laisse peut-être dire un petit message si vous souhaitez. Ouais, donc la présentation vous sera transmise à l'issue du webinaire. Ça pourra peut-être permettre vous aurez nos adresses mail et de répondre aux dernières questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On est revenu là-dessus dans le chat. Donc l'ADMA a plus un rôle d'étude et de formation. On ne va pas faire d'accompagnement individuel, mais vous avez des programmes nationaux. Je pense notamment au programme Alvéole Plus porté par la FUB qui propose un accompagnement individuel sur la question du stationnement sécurisé, dans différentes typologie d'espace, aussi bien à proximité d'équipements que plus récemment dans les copropriétés. Donc il n'y a pas simplement, on va dire, la pose du stationnement sécurisé, il y a aussi on va dire, un travail de conseil pour essayer de trouver le stationnement, la typologie de stationnement la plus adaptée en fonction de vos contraintes. Donc ça c'est aussi, on va dire, le pendant de ce travail d'étude, c'est comment on arrive à s'appuyer sur des programmes nationaux et des acteurs aussi du stationnement sécurisé et des services de lutte contre le vol, pour réduire globalement ce vol de vélo. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci Christelle, merci Fabien. Merci à vous pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.